Vous avez un avis mitigé quand même sur le jeûne Oui, intermittent. oui. Quel est l'autre côté? Alors, donc ça, c'est le bon côté des choses, ça peut faire du bien. Le mauvais côté des choses, c'est que si c'est pour perdre du poids et que chez une personne qui n'avait pas l'habitude de bien manger le matin au petit déjeuner, finalement, elle prenait même pas 100 calories, elle prenait un café, 2 petits beurres, bon là, elle en prend pas, elle va faire quoi? Elle va économiser entre 50 et 100 calories, c'est pas ça qui va la faire maigrir. Vous voyez bien? Ouais. Et au contraire, comme elle va avoir faim, ça va la pousser à récupérer ses 100 calories au déjeuner. Elle aura tellement faim qu'elle va manger plus sans s'en rendre compte. La part de féculents sera plus volumineuse, elle prendra 2 morceaux de pain au lieu d'un, vous voyez? Et au final, bof, elle aura peut-être perdu 1 kilo au bout d'un... Alors non, c'est pas comme ça non plus que ça marche. C'est terrible. Pareil, je suis pas particulièrement fan du jeûne intermittent, mais il faut que je le défende un peu ici. Alors, en fait, on... des protocoles expérimentaux ont montré des pertes de poids ou une meilleure régulation, par exemple, de la glycémie grâce au jeûne intermittent chez l'être humain. Et en fait, ils se sont rendus compte que les protocoles étaient un peu biaisés. Et en réalité, c'est pas le jeûne intermittent en soi, euh, donc le fait d'avoir un jeûne de 16 heures qui permet une meilleure régulation ou un déficit calorique, mais la structure même de la journée. En fait, les gens ont tendance à manger un peu trop sur leur journée, et donc le fait d'enlever un repas sur les trois permet de retourner à l'équilibre. Et donc effectivement, sous cet angle-là, structurellement, ils ont tendance à manger un petit peu moins et à être à l'équilibre alimentaire. Et donc du coup, dans un cadre de perte de poids, ça peut faire sens pour certaines personnes. Mais pourquoi pas pour toutes les personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont notamment une sensibilité au sucre, un système dopaminergétique en lien avec la récompense liée au sucre qui est très puissant. Et si on leur enlève le sucre dans la journée, ils ont tendance à créer des grosses surcompensations sur les repas qui suivent. Et là, effectivement, ils peuvent prendre du poids. Donc ça ne convient pas à tout le monde sous cet angle-là. Mais c'est pas juste des histoires de compensation simple d'un repas à l'autre. Vous avez des gens qui ont un, un microbiote qui est plus adapté à ce genre de choses parce qu'ils sont moins sensibles au sucré. Et vous avez des gens aussi qui, de manière générale, ont eu tout au long de leur vie une approche de l'alimentation qui est assez finalement simpliste, à savoir ils mangent simplement pour se nourrir, pour passer ensuite aux activités de la journée, alors que d'autres ont une approche beaucoup plus gourmande de l'alimentation. Et pour ces gens-là, qui ont une approche gourmande, sauter un repas, c'est douloureux, littéralement, pour leur cerveau. Mais pour ceux qui ont une approche moins gustative de la chose, ça peut faire sens, typiquement. Bref. Le carnivore diet, ça c'est un phénomène qui inonde les réseaux sociaux. Oui. Vous en pensez quoi? Alors, ça se rapproche du régime paléo, ça. Hein. C'est un peu ce mode-là. Ça consiste en quoi? Ça n'a rien à voir. Le... Mon Dieu. Le régime carnivore, on enlève les fruits, les légumes, voilà. Les sources de glucides, on mange quasiment exclusivement que du coup des produits carnés, des œufs, du poisson. Le régime paléo, on mange quand même des graines, hein. On mange des légumineuses, on mange ces choses-là. Qui aime bien bouffer, plutôt que sur des types tout secs qui mangent que des graines. Je ne mange pas de graines. Le régime carnivore, c'est encore plus strict en un sens que le régime paléo. Et c'est pas bon parce que le fait d'avoir des fibres qui sont supprimées de l'alimentation fait que du coup, on dénature complètement la flore intestinale de notre système digestif. Et ça amène à des gros problèmes de santé, de l'inflammation, des maladies auto-immunes, bref, de la perméabilité intestinale. Voilà. Ah bah c'est un peu comme le keto, hein. C'est la même chose. C'est je mange de la viande, du poisson, des œufs et j'évite le végétal. Ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire, puisqu'au contraire, notre corps a besoin de plus de végétaux. On ne mange pas assez de végétaux. En fait, il faut bien comprendre qu'aucun aliment n'est parfait. Aucun aliment ne peut apporter tout ce dont notre corps a besoin. Alors bien sûr, la viande et le poisson sont très importants dans une alimentation équilibrée, parce qu'ils nous apportent des protéines, du fer, de la vitamine B12, des vitamines du groupe B, c'est très bien pour la viande. Le poisson, il y aura en plus des oméga 3 pour le poisson gras, très bien. Vous pouvez aussi trouver d'oméga 3 dans la viande ou dans les œufs, hein. Ça dépend en fait comment est nourri l'animal. Par exemple, si vous mangez de la viande sauvage, vu qu'ils ont tendance vu que ces animaux ont accès à des fourrages frais, eh ben, leur viande est riche en oméga 3.
C'est comme ça que nos ancêtres avaient des oméga 3. Mais malheureusement, la viande d'élevage est nourrie avec des foins secs, et donc du coup, les tissus de la viande sont riches en oméga 6. Alors, le vinaigre de cidre, moi, pareil, j'ai vu beaucoup d'informations là-dessus disant que c'est bien d'en boire le matin à jeun et apparemment ça faciliterait la perte de poids. Vous en Oui. pensez quoi? Voilà. Écoutez, je vais vous donner un secret millénaire qui n'est transmis que de ninja ultra secret à ninja ultra secret. Ça consiste à mettre le vinaigre dans de l'eau. Un verre d'eau. Mais chut. Bon, alors pourquoi est-ce que c'est à la mode ce truc-là? C'est parce que y a des protocoles expérimentaux en science qui ont mesuré la variation d'insuline post-ingestion de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, ou à jeun, enfin, ou sans eau, mais bon, bref, peu importe. Et ils ont remarqué que ça diminuait de 30% la montée de l'insuline, si je me rappelle bien la chose. Ce qui, en fait, aurait peut-être un intérêt pour faire diminuer les pulsions alimentaires des personnes qui sont notamment sensibles au sucre. Voilà. Cliniquement, sur le terrain, il y a des gens pour qui ça marche plutôt bien, d'autres pour qui ça marche moins bien. Peut-être qu'il y a un effet placebo. À l'heure actuelle, le débat n'est pas tranché sur le sujet. Personnellement, j'ai essayé parce que j'avais à un moment donné des problèmes par rapport au sucre. J'y voyais un intérêt léger, mais c'est pas non plus incroyable comme effet, hein. Mais c'est quelque chose du coup qui peut être utile, mais c'est pas ça qui va vous faire maigrir. Ce qui fait maigrir, encore une fois, c'est le déficit calorique. Mais par contre, ça peut aider à diminuer vos pulsions vers le sucre. Peut-être, potentiellement. D'accord? Les régimes sans sucre. Bon. Alors, le régime sans sucre. Là, je vois que c'est au singulier. Ça veut dire que ça n'exclut pas les fruits. Parce que les... Ouais, alors là, pour le coup, soyons clairs. Régime sans sucre, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le régime cétogène est un régime sans sucre, entre guillemets, même si le terme sucre n'est pas forcément bien utilisé. Sucre, c'est quoi? C'est du glucose, c'est du fructose ou du saccharose. Le glucose est très utile pour les cellules, le fructose aussi, mais au-delà de 25 à 50 grammes, en fonction des normes choisies au niveau scientifique, ça peut avoir des effets délétères. Donc, régime sans sucre, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce qu'elle nous dit. les fruits apportent des sucres, les sucres bons des sucres. fruits. Exactement. Alors non, justement, enfin, ça apporte du glucose et du fructose. Mais encore une fois, manger un fruit, ça va, manger 10 fruits, non. Faut pas dire bon parce que ce sont les mêmes. Ah, Eh oui. Par contre, c'est un aliment très bon pour la santé, le ouais, fruit. ouais. 3 par jour, ça nous apporte des fibres, des antioxydants, de la Ouais. vitamine C, du magnésium, du potassium. Alors, le verre de jus de fruits, pour le coup, c'est débattu, ça, scientifiquement, parce que ça fait quand même une charge glycémique qui est très élevée, un indice glycémique qui est très élevé, il n'y a pas les fibres dedans. Ça a tendance à amener à des hyporéactionnels pour certaines personnes qui sont, par exemple, en prédiabète. Donc, le jus de fruits lui-même, je suis un peu moins... Je suis pas d'accord avec ça. Surtout que les gens, du coup, ils en profitent pour ensuite acheter des jus de fruits industriels qui sont, pour le coup, des saloperies. Les fruits contiennent du glucose et du fructose. Et Mais alors, c'est quand très on bon. parle de sucre Mais- raffiné, Quand on parle du sucre au singulier, donc là on parle du sucre-sucre. Là on est dans le sucre raffiné, celui qu'on va mettre dans notre yaourt ou dans notre café ou dans notre thé, ou celui qu'on va trouver dans les biscuits, les gâteaux, le chocolat, qui est le sucre caché. C'est vrai qu'on pourrait s'en passer, puisque je vous ai expliqué que les cellules ont besoin de glucose. Mais le glucose, il est apporté par plein d'aliments. Quand vous mangez du pain, c'est de l'amidon. L'amidon du pain, ce n'est que du glucose en chaîne. Quand vous mangez du riz, des pâtes, des pommes de terre, ça n'est que du glucose en chaîne. Et quand vous mangez votre pain et vos féculents, vous digérez grâce à l'amylase pancréatique qui va couper, c'est une enzyme, c'est comme un petit ciseau qui coupe toutes les liaisons entre les molécules de glucose, ça libère le glucose qui va dans les cellules. Donc, et puis ensuite, vous terminez votre repas avec des fruits qui apportent également du glucose ou du fructose. Donc, on pourrait très bien se passer de sucre
sachant que le glucose dont nos cellules ont besoin vient tout à fait des féculents, du pain et des fruits. Mais psychologiquement, est-ce Mais- qu'on peut se passer de mais sucre? voilà, mais que C'est ça la question. triste un régime sans sucre. Moi, je me bats contre l'excès de sucre, mais je ne prône pas l'absence totale de sucre. Quel dommage de ne pas manger un peu de confiture ou de miel le matin au petit déjeuner. Oh là 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 là. I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said, God help me. Chapata, viens ici. Bon, alors, je sais pas trop. En fait, le problème, c'est qu'elle définit pas plein de choses. La première chose, c'est définir par exemple les limites sur le fructose. D'après l'ANSES, par exemple, les limites de consommation de fructose, il ne faut pas dépasser 50 grammes, parce qu'au-delà de 50 grammes, et c'est la moitié pour les enfants, donc 25 grammes pour les enfants, mais pour les adultes, c'est 50 grammes, eh ben, on voit des effets négatifs sur la santé. Début de stéatose hépatique, début de syndrome métabolique, ce genre de choses. Bon. Concernant le glucose, effectivement, manger des patates, des pâtes, tout ça, ça contient que du... entre guillemets, ça ne sera dégradé qu'en glucose derrière, donc a priori ça va. Le problème, c'est qu'on sait que lorsqu'on consomme en très grosse quantité le glucose, qu'il y a une charge glycémique qui est importante, une part de ce glucose est convertie en fructose dans les cellules. Maintenant, j'en viens à la question, et du coup elle l'aborde pas, donc je l'aborde ici. Pourquoi est-ce que le fructose serait délétère pour la santé en excès? Alors, en excès, le fructose, par la voie du polyol fructose, en particulier au niveau cellulaire, se fait décomposer en acide urique. Cet acide urique a des effets très négatifs sur la santé en trop grosse quantité. À basse concentration dans les cellules, il est fonctionnel et c'est même un antioxydant. Mais en trop grosse quantité, il va amener de l'inflammation, il va lancer des processus inflammatoires, il va bloquer les pores des mitochondries, il va empêcher la carnitine transférase, si je me rappelle bien son nom, qui est un transporteur des acides gras. Donc, il va empêcher ce transporteur d'amener la graisse se faire bêta-oxyder dans les cellules. Bref, du coup, en conséquence, ça a tendance à amener ensuite à du stockage des excès caloriques. Et on sait que quand c'est dérégulé chez les personnes qui sont diabétiques, pour le coup, l'acide urique est en permanence trop élevé et ça a tendance justement à casser la machinerie métabolique. Et donc, à chaque fois qu'un substrat énergétique arrive dans la cellule, il est tout de suite converti en gras au lieu d'être utilisé dans les mitochondries. Et c'est ça le problème fondamental des maladies métaboliques, diabète, obésité, etc. Alors, c'est un mécanisme de survie qui était très utile pour nos ancêtres qui ne mangeaient pas trop, mais qui devaient faire face, par exemple, au froid. Mais aujourd'hui, ça s'est complètement déréglé parce que on se bouge pas assez les fesses, on s'expose pas assez au froid et on mange trop de sucre. Voilà. Donc le sucre n'est pas mauvais pour la santé sous condition que on ait une activité physique en adéquation pour éviter un excès de production d'acide urique. C'est pour ça que je dis tout le temps en podcast qu'il faut mériter ses glucides. En fait, il faut mériter ses glucides parce que si on ne les mérite pas, on a tendance à produire de l'acide urique en excès. Et ça, pour le coup, sur le long terme, a des effets négatifs. Et ça, par exemple, augmente les risques de la maladie d'Alzheimer, ce qui n'est pas bon du tout. Ça augmente les troubles du TDAH, donc troubles de l'attention chez les enfants, lorsque, par exemple, ils mangent en excès du sucre et qu'ils ne sont pas assez actifs. Donc ça a plein d'effets délétères sur la santé, à la fois physique et mentale. Maintenant, dire qu'il faut du miel avec de la confiture, du pain le matin, en fait, le problème de ça, c'est que ça nourrit un discours positiviste et bienveillant qui, à mon sens, va trop loin. Lorsque vous avez des problèmes de santé, notamment du surpoids ou des problèmes métaboliques, il faut réduire ces trucs-là. C'est comme ça. Si vous n'avez pas la discipline de le faire, vous allez continuer d'entretenir les problèmes. Et si vous entendez le discours d'un médecin qui vous dit « mais c'est pas grave, continuez à manger ça, il y a d'autres solutions, prenez l'Ozempic », eh ben typiquement, on arrive dans une situation qui n'est pas tenable sur le plan déontologique ou sur le plan moral, à mes yeux. Donc ça embête beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'elle a une espèce de discours décomplexé, caricatural, qui n'est pas ancré dans le réel. Et pourtant, elle est médecin,
et formatrice. Quel dommage de ne pas savourer un bon chocolat dans la journée. Donc moi, je considère que ce qui est important, c'est d'apprendre aux gens à ne pas tomber dans l'excès de sucre. Et là, il y a un problème. C'est le sucre caché. Parce que les gens ne se doutent absolument pas des quantités de sucre qu'il y a dans les aliments. Et moi, ça fait partie de mon boulot de dénoncer cela, d'expliquer cela, de leur ouvrir les yeux. Quand vous prenez un yaourt aux fruits, 2 morceaux de sucre. Quand vous prenez une compote industrielle, 2 morceaux de sucre. Quand vous mettez une cuillère à soupe de confiture sur votre pain, c'est 1 à 2 morceaux de sucre selon la taille de la confiture. Enfin, selon le volume de confiture dans votre cuillère à soupe. Quand vous prenez un biscuit, un petit biscuit, 1 morceau de sucre, un gros biscuit, 2 morceaux de sucre, un pain au chocolat, 3 morceaux de sucre, une canette de coca, 7 morceaux de sucre. Oh, ça, c'est Et- le pire, je Ah crois. ben oui, et il ne faudrait pas dépasser, idéalement, 5 à 6 morceaux de sucre par jour. Ça, Alors justement, là c'est bien ce qu'elle dit, parce que effectivement c'est ce que raconte l'ANSES, c'est ce que je vous disais par rapport à l'excès de fructose, ça correspond à 50 grammes. Et 25 grammes pour les enfants, d'accord? Mais malheureusement, il s'avère que quand on regarde le petit déjeuner d'un enfant en France, en moyenne, le petit déjeuner lui-même est entre 25 et 35 grammes de fructose déjà. Donc avec le reste de la journée, il explose sa consommation de fructose, et on se retrouve avec des enfants grassouillets et malades, malheureusement. Donc, mais vous voyez, le problème, c'est que là, elle a un discours qui est contradictoire. En même temps, il faut se faire plaisir, en même temps, il ne faut pas dépasser les excès proposés par l'ANSES. Le problème, c'est que derrière, ça perd les gens, et ça détruit le sens de son discours. ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Ça veut dire que si le matin, j'ai plaisir à mettre un peu de confiture ou de miel sur mon pain, très bien, j'en ai déjà 2 morceaux de sucre. Si à midi, je prends un yaourt aux fruits parce que c'est à la cantine et qu'il y a yaourt aux fruits, 2 morceaux de sucre encore, je suis à 4. Donc ça veut dire que l'après-midi, il faut que je fasse gaffe. Je vais plutôt prendre un yaourt nature et des fruits, je ne vais pas prendre de sucre. Et le soir, au lieu de prendre une crème au chocolat, je vais terminer par un fromage blanc avec des myrtilles dedans. Parce que je sais que j'ai eu mes 4 morceaux de sucre dans la journée. Ouais, oui, mais en fait, non, c'est pas raisonnable. Parce que là, il y a quelque chose qu'elle ne prend pas en compte, qui est les mécanismes de la faim par le cerveau. Lorsque vous mangez du sucre, par exemple le fructose dans le cerveau, a tendance à augmenter la faim et à ne pas bloquer les hormones qui amènent à la satiété. Pardon, à bloquer les hormones qui amènent à la satiété. Autrement dit, le sucre appelle le sucre. C'est une phrase qui est connue. C'est pour ça qu'il faut limiter le plus possible ces choses-là. Parce que si vous consommez du sucre en disant bah écoutez c'est pas grave, on reste dans les limites de l'ANSES, par exemple, avec les 50 grammes de fructose dans la journée, le problème c'est que ce faisant, du coup, vous créez une espèce de boucle de récompense dopaminergétique sur le sucre qui va vous indiquer de manger plus de sucre. Et comme le fructose en particulier dans le cerveau va couper la satiété, ce sera beaucoup beaucoup plus difficile d'arrêter. Le problème de fond, il est là, il est comportemental et il est neurobiologique. Donc, ce qu'elle dit, c'est bien sur le plan théorique, mais en pratique, ça ne vaut rien. Il faut minimiser le sucre. Donc, ça veut dire, idéalement, pas de sucre le matin, et ça veut dire que si on mange du sucre, il faut absolument avoir fait du cardio avant. Voilà, ça, c'est une réalité du terrain qui fait sens. Ça, c'est de la psychologie de comptoir. À un moment donné, si vous êtes face à un enfant, si un professionnel de santé est face à un enfant obèse qui doit maigrir, eh ben, à un moment donné, il faut bien poser des barrières et des limites, parce que sinon, il va continuer de manger et il maigrira jamais. Donc, ce qu'elle raconte, ça aussi, c'est contradictoire. C'est bizarre parce que, en fait, elle a un discours qui va dans la bonne direction, puis il y a des contradictions, il y a des choses qui sont fausses. Là, ça fait 1h46 que je fais de la réaction à cette vidéo, c'est long, et on n'est même pas à la moitié. Je sais même pas si je vais aller au bout parce que ça me fatigue. En fait, ce qui m'embête là avec cette personne, c'est que le savoir scientifique est très aléatoire, et son statut autoritaire de médecin nutritionniste, et aussi le fait qu'elle dise les choses avec un ton péremptoire qui est quand même assez délirant, je trouve ça un peu dangereux, parce que quand vous avez quelqu'un qui dit que des choses fausses, comme les deux Gugus qu'on a vus dans les vidéos précédentes, bon, je réagis, c'est facile presque de réagir à ça. Là, elle dit des choses justes, mais elle dit aussi des choses fausses, et ça, je pense que ça cristallise un vrai problème à l'heure actuelle dans l'information et la désinformation sur les réseaux sociaux par des professionnels de santé.
c'est que lorsque vous avez des gens qui disent à la fois des choses justes et des choses fausses dans des proportions qui sont égales, ça perd complètement les spectateurs, hein, les gens qui cherchent à s'informer, et ça décrédibilise le corps médical. Et alors, mes mots sont durs, mais là, typiquement, je considère que ce podcast là qu'elle est en train de réaliser, on n'est qu'à 39 minutes là de visionnage, elle décrédibilise les médecins nutritionnistes par son discours, malheureusement. J'ai énormément de patients, hommes ou femmes, qui me disent « Moi, j'étais très sportif avant. Je faisais beaucoup de sport, j'allais 1 heure par jour à la salle de sport, j'étais grand, beau, musclé, les tablettes de chocolat, tout bien. » Ouais, alors là, je vais mettre un tacle à beaucoup de gens, et j'en suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils étaient très sportifs avant, et en fait, quand on quantifie objectivement ce qu'ils faisaient, ben, ils étaient des sédentaires plus. Voilà. Moi, par exemple, je peux dire que je suis très sportif. Mais bon, j'ai été champion de France d'aviron indoor. Quelqu'un qui fait 10 à 15 heures de sport par semaine est très sportif. Les autres sont des sportifs amateurs. C'est tout. Et c'est comme ça. Les sportifs de haut niveau sont à 25 heures d'entraînement par semaine. Les sportifs professionnels peuvent être à plus. Être très sportif, hein, je vous le dis comme ça, vous avez à peu près une idée de ce qu'il faut. Être très sportif, c'est minimum 10 heures d'entraînement par semaine. Minimum. Donc, il y a un discours, il y a, comment dire, il y a une perception fallacieuse de la part des gens dans leur propre regard sur leur activité physique. Ils se voient souvent plus beaux qu'ils ne le sont, ou plus sportifs. Et plus vous êtes sportif, plus vous allez prendre du poids quand vous vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes très sportif, il faut savoir que les muscles sont vraiment très gourmands en glucose. C'est leur carburant. Ok. Bon. Non. Donc, plus vous Ça avez de commence muscles, bien. plus vous secrétez. Non, ça dépend en fait de votre activité physique. Si vous êtes un sportif d'endurance, vos muscles sont plutôt axés sur la bêta-oxydation, l'utilisation des graisses. Si vous êtes un sportif de force, vous êtes effectivement un peu plus axé sur la glycolyse. Si vous êtes un athlète, on va dire hybride, même si j'aime pas trop le terme, donc par exemple un pratiquant de CrossFit ou d'Aerox, et que vous faites les choses bien, vous avez une plasticité métabolique intéressante, essentiellement basée sur la bêta-oxydation, mais capable de switcher sur la glycolyse. Donc, si vous êtes, pour une raison X ou Y, par exemple un athlète équilibré qui fait un peu de tout, donc un athlète par définition, hein, au sens littéral du terme, et que vous arrêtez de faire du sport, bon, vous allez être très très malheureux parce que vous allez avoir une descente aux enfers sur le plan des neurotransmetteurs du bonheur, mais vous n'allez pas prendre du poids particulièrement si vous adaptez vos besoins alimentaires. C'est tout. Pas forcément, encore une fois, ça dépend des sports. Raison X qui peut être un accident, qui peut être une rupture musculaire, une déchirure musculaire, une rupture tendineuse, ou un boulot sédentaire avec arrêt total du sport. Tout d'un coup, il passe de 3000 calories par jour à 1800. Déjà, il y a une baisse drastique dans la dépense calorique. Mais il fait l'erreur le plus souvent de garder les mêmes habitudes alimentaires. Parce que autant il s'arrête brutalement du jour au lendemain, autant il ne va pas du jour au lendemain changer sa façon de manger. Eh bien si, justement, si vous êtes un véritable athlète, et ce qui finalement est le cas de peu de personnes, vous êtes proche de vos sensations alimentaires, vous êtes proche de votre corps, et donc le jour où vous ne faites pas de sport, vous avez moins faim, et donc vous mangez en adéquation. Il y a beaucoup de sportifs, par exemple de très haut niveau, qui s'entraînaient 30 heures par semaine, qui passent à une activité moindre, qui passent par exemple à 15 heures ou 10 heures d'activité par semaine seulement pendant leur retraite sportive, et ils ne prennent pas de poids. Par contre, vous avez aussi des sportifs professionnels qui prennent énormément de poids, ça on le voit, par exemple des footballeurs qui deviennent obèses, genre Ronaldo par exemple, pas Cristiano Ronaldo, un autre Ronaldo qui avait avant lui, ou d'autres. Chez les footballeurs, ça arrive assez souvent. Et ça vient d'une dépression en particulier, parce qu'ils ont perdu, on va dire, leur gloire, l'attrait pour leur sport, la célébrité, etc. Et ces choses-là, pour le coup, ça leur amène de la dépression, ça leur amène énormément de souffrance psychique,
Et pour compenser, entre guillemets, cette souffrance psychique, ils se réfugient dans la nourriture. C'est autre chose. Mais si vous êtes un athlète équilibré, et il y en a plein qui le sont, lorsqu'ils diminuent leur activité, ils mangent simplement à leur faim, hop, et ils perdent du poids. Ils perdent la masse musculaire, mais ils ne prennent pas de gras. Donc c'est faux ce qu'elle raconte. Ça, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est quand on change son mode de vie, c'est de changer également son alimentation. Et c'est Exactement. pour ça qu'il faut bien s'informer pour ne pas faire d'erreur. Ah, mais du jour au lendemain, il faut diviser par 2 sa consommation de pain, de pâtes, de féculents, de sucre, parce qu'il pouvait se le permettre quand il était très sportif. Il voyait bien que ça ne le faisait pas grossir, puisqu'il brûlait toutes ses calories excédentaires. Mais Oui, mais c'est pas qu'ils voyaient. En fait, les sportifs, ils ne mangent pas par plaisir. Ils mangent parce qu'ils ont faim. Ils mangent en adéquation avec leurs sensations alimentaires. C'est juste ça. Et donc, s'ils ont les sensations alimentaires qui sont diminuées parce qu'ils ont moins d'activité physique, alors ils mangent moins. Point barre. Pour toutes les personnes qui font beaucoup de télétravail, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. oui, En réalité, Oui. ce sont des personnes qui devraient changer d'alimentation. oui, si ces personnes qui sont en télétravail n'occupent pas le temps du déjeuner ou de la fin de journée à se dépenser. Parce qu'en fait, le télétravail, ça peut être une chance pour beaucoup de personnes. Une chance de ne pas perdre du temps dans les transports en commun Ça, c'est bon et de côté. rester chez soi. Ça veut dire que ce temps qu'on gagne, on pourrait l'occuper à se dépenser. Au lieu de perdre 1 heure dans un transport en commun, pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas cette heure-là à faire du vélo avant de commencer son boulot chez soi? Ensuite, le moment du déjeuner, eh bien, entre midi et 13h ou 13h et 14h, pourquoi ne pas aller sortir de chez soi et marcher pendant 30 minutes et ensuite se faire un bon déjeuner qui soit pas un sandwich, un truc fait à la va-vite? Mais si c'était si facile, tout le monde serait sportif. Le problème de fond, c'est l'inertie du quotidien. C'est le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller s'exposer à la douleur, hein, à la difficulté. Ça demande du courage, ça demande de l'investissement, c'est une charge mentale, une charge émotionnelle. C'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui n'osent pas se mettre au sport parce qu'ils savent que ça va être dur. Et c'est pourquoi les sportifs, pardon, pas les sportifs, mais les coachs sportifs sont si importants pour tirer les gens vers le haut. Elle dit ça comme si c'était une évidence, mais ça l'est absolument pas. Si les gens ne font rien, c'est pas parce que ils sont, disons, feignants ou mal instruits. Ils le font parce que faire est trop coûteux pour leur cognition et leurs émotions. Et que c'est plus confortable pour leur psyché de rester là où ils sont. Donc le cerveau, on le sait, il nous pousse à ménager nos dépenses C'est un peu caloriques. comme le téléphone, il se met en mode économie d'énergie. Exactement, ça c'est son mode. Donc si on s'écoute, on a plutôt envie de rester assis et devant un bon film à la télé. Donc non, c'est pas vrai ça aussi. Ça, c'est juste une question de... Comment dirais-je de construction psychique. Le comportement humain est quelque chose de complexe. On ne peut pas simplifier le comportement humain à une seule chose. Il est dépendant effectivement de la génétique produite par l'évolution au cours des millions d'années. Il est dépendant de milliers d'années de culture sociétale organisée par des civilisations précédentes. Il est dépendant de la génétique de vos parents, grands-parents. Il est dépendant de votre éducation. Il est dépendant des années de votre enfance en particulier. Il est dépendant des années cumulées d'expérience de la vie adulte. Il est dépendant aussi, de manière différente, des mois qui ont précédé, de manière encore différente de la fenêtre de temps assez courte comme les heures qui ont précédé, et de manière encore différente de l'instant donné qui précède. Tout ça en cumulé offre une perspective profonde, mais juste, sur l'origine de nos comportements. Je vais prendre mon exemple personnel. J'étais très peu sportif quand j'étais jeune. J'ai rencontré un mentor qui a fait de moi un athlète, littéralement. Et donc, il a réorienté mes schémas psychiques où le sport n'est plus une contrainte, mais une habitude et une source de plaisir. Et maintenant, si je ne fais pas de sport, je me sens malheureux. Autrement dit, ça contredit ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que maintenant, si je ne fais pas de sport un jour, je me sens triste. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste, on ne fait pas du sport simplement parce qu'on est conçu comme ça.
C'est une question d'orientation, d'éducation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, encore une fois, elle simplifie à outrance et ça amène à juste dire des choses fausses. Comment on fait pour transformer la discipline en plaisir? Parce qu'il faut associer l'effort à une sensation de plaisir. Par exemple, si c'est pédaler sur son vélo chez soi, comme ça de façon tristounette, bof, pas terrible. Si par contre, on pédale sur son vélo en écoutant un podcast, C'est rigolo parce que, à part peut-être pour le beau paysage, tout ce qu'elle a mentionné, ce n'est pas la raison qui fait que du coup on pousse à continuer à faire du sport. La première raison qui pousse quelqu'un à retourner à faire du sport, c'est les endorphines ou les cannabinoïdes qui sont libérés par l'effort, qui fait qu'on se sent bien après l'effort. Et aussi parce que la nourriture après l'effort a plus de goût, la douche après l'effort est meilleure, le sommeil après l'effort est plus agréable. C'est parce que la perception du bonheur augmente après l'effort que les gens y retournent précisément sur ces facteurs-là. Et en plus, il y a des couches supplémentaires qui peuvent s'ajouter, comme par exemple le lien social qui se crée dans une salle de sport. Mais c'est pas toujours le cas. parce que vous sentez l'odeur de la nature, vous voyez, et vous vous sentez mieux. Et au final, quand vous rentrez chez vous, vous vous dites, bon sang, mais je me sens beaucoup mieux que si j'étais resté assis. Ouais, Ouais, Et puis il y a un autre effet aussi, c'est qu'on se voit progresser. Et se voir progresser, c'est reconquérir son amour-propre. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut être autre chose que nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut se voir meilleur et atteindre ce meilleur. Ça, c'est extrêmement important pour la construction du soi. L'anticipation d'être meilleur un jour, d'être plus grand que ce que l'on est aujourd'hui, c'est ce qui nous pousse à continuer à faire du sport. Et elle passe complètement à côté. Alors, c'est rigolo parce qu'elle confond des termes. On peut créer une habitude sans que ce soit un plaisir. Par exemple, vous brossez les dents depuis que vous êtes petit, enfin j'espère, c'est pas un plaisir particulier, c'est une habitude. Si vous vous habituez à vous entraîner très régulièrement, eh bien l'entraînement n'est plus vraiment un plaisir. En tout cas, c'est pas là, c'est pas dans le fait de répéter ça qui sera une source de plaisir. Cette source de plaisir sera ailleurs. Elle sera encore une fois, comme je le disais, dans les endorphines, dans le lien social, dans la progression. Mais là encore, elle a une perception triste et fausse de l'activité physique et de ses effets bénéfiques. estime que quand on pratique quelque chose pendant 1 mois, le cerveau finit par l'intégrer et ça Donc- devient une habitude. Donc il faut 30 jours pour intégrer une nouvelle habitude Oui, dans son quotidien. oui. Moi, je réfléchis. Non, il faut plus que ça dépend. Plus la chose va être compliquée à mettre en place, plus il peut y avoir de la résistance hormonale. Enfin, tout ça, c'est très très compliqué. Par exemple, une personne obèse, pour qu'elle arrête de manger du sucre, donc créer cette habitude-là, ça peut prendre des années, littéralement. Arrêter de manger des gâteaux, ça peut prendre des années, parce que c'est extrêmement dur. Une personne normale qui cherche à, par exemple, prendre pour habitude de faire 2 heures de sport par semaine, peut-être que ça mettra 1 mois ou 2. On ne peut pas dire de manière absolue que n'importe quelle habitude met 30 jours. Ça dépend à quel point, finalement, votre corps est éloigné de son objectif. On va dire ça comme ça. Alors ça dépend pour qui, hein. Si vous êtes un nain de 50 kilos, effectivement, ça peut être 200 calories, 300 calories, ça dépend également de l'allure. Si vous êtes un géant de 120 plaques, si vous marchez pendant 1 heure, vous allez consommer 600-700 calories. C'est quand même énorme. Enfin, je parle de la marche active, hein. Je parle pas de la petite marche devant les magasins ou du piétinement, hein. Oui, C'est bien différent, sûr, hein. bien sûr. Donc c'est la marche. Active. Oui, la marche active. C'est-à-dire, on s'habille, on met des bonnes chaussures, Faut avec y des mettre semelles du bien rythme. compensées. Voilà, et on y va. Au début, on peut y aller un petit peu plus lentement. Ensuite, on accélère. Il faut pas pouvoir parler, hein. Voilà, il faut être essoufflé. Si on commence à parler, ça veut dire Oh là 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 là. Alors, bon, elle raconte n'importe quoi, donc je sais même pas par quoi commencer. Un point important sur les zones d'effort, l'inertie ou la cinétique du système respiratoire, la manière dont est géré, par exemple, le métabolisme en fonction des zones d'effort.
allez voir Upside Strength, la chaîne de YouTube de Sean Seal, qui parle de tout ça en détail de manière très pédagogique. Vous y apprendrez beaucoup de choses, et bien plus que ce que je vais résumer là en quelques mots. Le fait de marcher extrêmement vite au-delà d'une capacité à fermer la bouche, donc on dépasse les capacités respiratoires bouche fermée, donc seulement par la respiration nasale, ça veut dire qu'on n'est pas en zone 2, on va être en zone 3. Or, ce qu'on sait, c'est que la marche, typiquement, c'est très compliqué de dépasser la zone 2. Et être en zone 3 tout le temps en marche à pied, c'est très très demandeur physiquement, et c'est pas soutenable. En général, quand on demande aux gens de faire des pas, on leur demande de faire des pas en zone 1 ou en zone 2. Pareil, si vous avez du mal à comprendre ces questions de zone d'effort, zone 1, zone 2, zone 3, je vous recommande les vidéos de Sean Seal sur le sujet, qui sont, encore une fois, très bien faites. Bon, du coup, elle raconte n'importe quoi. Le fractionné, c'est pas du tout ça. On parlait de marche, elle dit qu'il faut commencer à courir en marchant. Elle sait pas de quoi elle parle. Je suis désolé, donc je vais couper cette partie parce que c'est ridicule. Parce que tout fonctionne au ralenti, les articulations sont crispées, certains muscles aussi, c'est pas bon. En fait, il faut avoir la mentalité active. C'est-à-dire que toute la journée, il faut se dire, je bouge, je bosse, au bout de 45 minutes, je me lève. Je vais, par exemple, 3 étages au-dessus, me servir en eau, à la fontaine à eau, et je redescends par les escaliers. Je vais aux toilettes, non pas juste à côté, mais je vais aller chercher la difficulté pour monter et descendre des escaliers. Vous voyez, je ne tiens plus en place. Active. Je suis dans le métro, je vois l'escalator ou les marches. Qu'est-ce que je vais prendre ? Soit je prends les marches, moi vous me verrez jamais prendre un escalator, hein. Je monte toujours les marches et je les monte vite, justement, tac, 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 tac. Ou alors, si je prends l'escalator, je monte les marches d'escalator. Ce qui est pas plus mal parce que les marches sont plus hautes encore. Donc ça fait encore plus travailler les quadriceps. Voilà. Dans la rue, je marche. Elle raconte n'importe quoi, c'est terrible. Et en plus avec le sourire, donc elle est persuadée de ce qu'elle dit. C'est vraiment triste, hein. Sincèrement, ça vous rendez pas compte, mais ça m'attriste parce que... Encore une fois, j'ai un immense respect pour le corps médical, et le fait qu'elle parle au nom des médecins nutritionnistes, c'est terrible. Alors, tout à fait, non. Les zones bleues, ça n'existe pas. C'est un mythe scientifique qui vient du fait que les gens dans ces zones-là avaient à l'époque des déserts, on va dire, administratifs pour les passeports, les cartes d'identité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont 10 ans de plus que leur âge réel, et donc on croit qu'ils sont dans une situation de longévité extrême, et on essaie de déduire du coup leur mode de vie. Donc là, elles vont parler de quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'existe pas. Bon, et elle le sait pas. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Ils jardinent, ils marchent beaucoup, ils Oui. font toujours plein de choses dans la journée, ils sont pas Oui. sédentaires, Tout à fait. ce qui fait qu'en fait, ils brûlent beaucoup de calories. Mais absolument. Et allié à une bonne alimentation, effectivement, ça leur permet de vivre le plus longtemps et dans de bonnes conditions, surtout parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Tout à fait. Et ils maintiennent le lien social. Oui, en Car plus. vous voyez que les personnes âgées là-bas, elles sont entre elles. Il n'y a jamais une personne isolée. Ce lien social, il est très important aussi. Vous pensez que l'isolement aujourd'hui Oui. fait prendre du poids Ah aussi? oui, bien sûr. Parce que l'isolement conduit à la dépression. La dépression, Oh là 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 là. Putain, les raccourcis des enfers. Oh. conduit au repli sur soi. Donc, on reste chez soi. Donc, on ne bouge plus. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui incitent à la prise de poids. Comment on en est arrivé là? Non. Alors, si on compare par exemple aux conditions des miniers dans les corons à Lille, on peut dire que clairement on est moins stressé aujourd'hui par rapport à ces gens-là. C'est surtout qu'on est plus sédentaire, la bouffe est beaucoup plus sucrée. Voilà, c'est surtout ces deux choses-là. Cette course au temps a changé les comportements. Les femmes travaillent aussi. Et attention, hein, je trouve ça très bien. Mais ça a changé beaucoup de choses. Puisque la femme travaillant, et j'en suis moi-même une, je travaille beaucoup. Donc je rentre tard, comme beaucoup de femmes. Mais elle lit pas assez d'articles scientifiques apparemment. Mais du coup, comme la femme rentre tard, comme l'homme, elle a beaucoup moins de temps. Et chez les hommes commencent à se mettre à la cuisine. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de changements de mentalité à faire. Hein.
Oh là là, putain, la balle perdue. Mais non, mais elle vit dans les années 80, hein. Les mecs aujourd'hui qui ont 20, 30 ans ont fait la cuisine aussi, hein. Ah, mon Dieu, ça me fatigue. Mais bon, Donc la cuisine, elle n'est pas prête. Donc il faut du tout prêt Mm. ou de la cuisine à la va-vite. C'est là que l'industriel rentre en scène avec ses plats tout préparés. C'est là qu'aussi rentrent en scène les livreurs de plats tout préparés. Donc la fameuse junk food. Donc les pizzas, les burgers, tout ça, ça explose. Donc vous voyez, tout est lié. Donc le stress, la malbouffe qui s'invite de plus en plus, la facilité. Oh tiens, on n'a rien à manger à la maison, allez, on va commander. Et on sait très bien que quand on commande, c'est pas terrible. C'est en général du gras, du sucré, parce que c'est ce que les gens recherchent aussi. Donc, et c'est pas cher, donc il y a tout pour leur plaire, hein. oui, alors elle est partiellement vraie, mais là encore une fois, le problème c'est qu'il y a la moitié qui est faux. On se rend pas compte, mais les trucs comme Uber Eats et compagnie, c'est pas gratuit. Donc il faut avoir les moyens pour ça. Si l'obésité explose, notamment dans la population qui est la plus pauvre, c'est parce qu'ils achètent des trucs pas chers. Ils commandent jamais Uber Eats. Mais par contre, ils achètent des trucs qui sont pas chers, mais qui sont extrêmement euh, ultra transformés, sucrés et gras. Ça, oui. Mais vous voyez, elle confond plusieurs choses là, et c'est problématique. Quand je vous entends parler, docteur Plumet, moi j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Oui. Comment se sortir de ça? Eh bien, grâce à la napsothérapie. Pourquoi? Parce que la napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, elle insiste beaucoup sur le sommeil. Et là, j'aimerais que nous débattions de ce sujet parce que, en fait, les gens sous-estiment l'importance du sommeil pour leur santé et leur poids. C'est vrai. Alors oui, mais j'aimerais juste savoir ce que c'est que la napsothérapie, parce que elle en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je fais une petite recherche Google. Ah bah super. Alors la napsothérapie n'est pas une approche reconnue officiellement en médecine ou en psychologie. Le terme semble être un néologisme pseudo-scientifique, souvent utilisé dans les milieux de santé alternatifs. Alimentation, Eh oui. sport, Eh oui. et pas forcément sommeil. Mais Alors c'est ça. comment le sommeil peut impacter la prise ou la perte de poids? Eh ben c'est magnifique parce que tout ce qu'elle vient de raconter c'est faux. Incroyable. Alors, je vais pas non plus vous faire toute une explication sur le sommeil. J'ai déjà donné un podcast entier sur le sujet avec Ken Porchet sur Fundamentals, donc vous pouvez regarder dans ma liste de podcasts si vous voulez. Mais comprenez la chose suivante. On a tous des rythmes du sommeil différents. On est programmé par une vingtaine de gènes, un peu plus, pour s'endormir naturellement à certaines heures et se lever à d'autres. Il y a des gens qui sont des couches tôt, il y en a d'autres qui sont des couches tard, d'autres qui sont des lèvres tôt, d'autres qui sont des lèvres tard. Autrement dit, vous avez des personnes qui naturellement ont tendance à se coucher à 1h du matin et à se lever à 9h du matin, et ils fonctionnent très bien comme ça, ils seront en excellente santé s'ils ont une vie où ils suivent ce rythme-là, et d'autres où il faut qu'ils se couchent à, par exemple, 10h du soir, et ils se lèvent à 6h du matin. Et si vous n'êtes pas synchro, entre guillemets, dans votre mode de vie avec ces gènes qu'on ne peut pas moduler, vous risquez d'avoir des problèmes de santé. Donc déjà, simplement le fait de dire qu'à 11h, le corps fait ça, c'est faux. Ça, c'est... L'heure de coucher dépend de votre génétique, et vous ne pouvez rien contre cela. D'abord, c'est un premier point. Ensuite, les trains du sommeil, donc la manière dont le sommeil se structure, ça se découpe, on va dire, en wagons, avec du sommeil profond, puis du sommeil paradoxal. Le sommeil profond est divisé en 3 phases, N1, N2, N3, avec N3, le sommeil profond, le plus profond qui soit, qui est souvent récupérateur pour la restauration physiologique du corps, et le sommeil paradoxal, qui lui amène aussi à d'autres choses, j'en parle dans le podcast. Et donc vous alternez du coup ces espèces de wagons qui s'enchaînent. Donc un cycle correspond à ces 4 wagons, N1, N2, N3, plus le sommeil paradoxal. Et vous essayez d'avoir un maximum de cycles dans la nuit. En général, les cycles durent 1h30, à peu près entre 1h30 et 1h50. Et donc, il faut essayer de cumuler au moins, on va dire, au minimum 4 cycles, si ce n'est 6, pour être en bonne santé, idéalement 5 au minimum. Donc dire que au début on a du sommeil profond dans la nuit, bah c'est faux parce que c'est structurellement pas comme ça que ça se passe. Et ensuite, ces cycles vont se succéder, les uns après les autres, sont des cycles d'1h30. Ils n'ont pas tous la même allure et ils n'ont pas tous les mêmes rôles pour nous. En début de nuit, avant minuit, c'est du sommeil lent, profond, récupérateur qui nous fait récupérer de la fatigue physique. En fin de nuit ou au petit matin, c'est le sommeil paradoxal qui prédomine. Donc c'est un sommeil superficiel, mais pendant lequel le cerveau fonctionne beaucoup et pendant lequel on rêve d'ailleurs. Alors c'est pas du tout un sommeil superficiel et elle raconte n'importe quoi. Encore une fois, je le répète,
4 wagons qui se succèdent, le quatrième c'est le sommeil paradoxal, et vous en avez tout au long de la nuit. Voilà. Donc, sa compréhension de la biologie du sommeil est complètement à revoir. Je vais pas trop m'y attarder parce que ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Elle est clairement à l'ouest. Est-ce qu'on peut grignoter un petit truc avant de dormir le soir, pour les couches-tard par exemple, ou est-ce que c'est absolument rien du tout après le repas, on va se coucher? Alors des protéines dans les amandes, c'est pas avec ça que vous allez faire des biceps, hein, sachez-le. Ensuite, les amandes, c'est calorique, mais un truc de fou. Donc la meilleure façon d'avoir une bombe calorique le soir pour prendre du poids, allez-y, mangez des amandes. Non, il faut pas manger le soir. Normalement, si vous avez faim le soir, c'est que soit vous êtes déréglé au niveau de votre alimentation et allez prendre conseil auprès d'un diététicien, hein, et pas d'une médecin nutritionniste, clairement pas comme elle. Si vous n'arrivez pas donc à vous réguler, une possibilité c'est que vous n'ayez pas mangé assez, le soir avant. Et il faut différencier la faim ennui, la faim plaisir et la faim réelle. Si c'est de la faim ennui ou la faim plaisir, c'est quelque chose en fait dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez véritablement faim, c'est parce que vous n'avez pas assez mangé. Et pour savoir faire la différence, il faut être proche de soi, être proche de son corps. Comment est-ce qu'on est proche de son corps? En l'entraînant, tout simplement. Plus vous serez actif, plus vous serez sportif, plus vous serez proche de votre corps et plus vous saurez distinguer les différents types de faim qui existent. Et puis surtout, l'amande, c'est très rassasiant. Et il y a beaucoup de vitamines, du groupe B également, il y a du magnésium, du potassium. Enfin, c'est hyper intéressant l'amande. Et alors, Et on ça en mange cale. combien des amandes? La bonne dose sur une journée, c'est 30 grammes. La Ça bonne dose correspond sur à une combien journée, c'est 30 d'amandes, grammes, ça? ça fait 23 amandes. Ah, 23 Précisément. amandes! 23 amandes. Une D'accord. amande, ça pèse 1,2 gramme. Je D'accord. parle des amandes rôties, hein, pas celles qui sont salées ou sucrées. Oui, oui, bien Les sûr. amandes rôties avec leur peau marron. Ah, Voilà. 23 amandes, c'est quand même pas mal, je trouve. Mais oui, mais vous répartissez ça sur la journée. 30 grammes d'amandes, c'est quand même presque 200 calories. 200 calories, c'est-à-dire qu'il vous faut 1 heure de marche pour compenser 30 grammes d'amandes. C'est peut-être pas le bon plan de manger ça le soir. Elle me dit, non, je vais pas manger un sandwich. Je vais me préparer ma nourriture, je vais me faire mon petit truc et je vais manger moi-même mon repas que je me serais préparé. Ou quand je vais au restaurant, si je me prends des frites, parce qu'on va pas au restaurant, on peut se prendre des haricots verts, d'ailleurs t'as 0%, on est bien d'accord. Je vais au resto, d'accord, je me fais plaisir, mais après je vais aller marcher. Vous voyez? Donc, je prends soin de moi à tous les moments et c'est une discipline que je m'impose, mais pour la bonne cause. Alors c'est bien, faites-vous plaisir. Allez au restaurant, en fait, entrée, plat, dessert avec du vin, et vous allez voir qu'une heure de marche derrière, c'est complètement insuffisant pour compenser les calories. Je suis désolé, c'est triste, mais elle, malgré son sourire, elle a une compréhension qui est faible de la nutrition et de la biologie. Dites-vous encore une fois, un médecin, dans ses études, c'est 20 à 40 pages dans son diplôme, la composante sur la nutrition. Un BTS diététique, c'est à peu près en moyenne 2000 pages. D'accord? Donc on est sur du 1%. Personnellement, je n'irai pas voir quelqu'un qui a 1% des connaissances d'un diététicien pour lui confier ma santé et mon alimentation. Après, vous faites ce que vous voulez. Et l'amande, c'est le seul aliment qui apporte de la vitamine E en quantité importante. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on mange des amandes tous les jours. Alors, les 23 amandes, c'est une grosse poignée. Ça tient aussi sur un gros post-it. Un petit pot comme ça? Oui, c'est Vous pas mal pensez? ça. Ouais. C'est très bien. Très Ok. bien. Oui, oui, c'est parfait ça. Eh bien, on peut en prendre la moitié le matin au petit déjeuner. D'accord. Voilà. Et on peut en reprendre l'autre moitié l'après-midi. Ce qui fait qu'on ne grignote pas l'après-midi des biscuits, du gâteau, du chocolat, mais un aliment parfaitement sain, oméga 9, vitamine E, autres vitamines, du magnésium, du potassium, des protéines, du fer, c'est génial. Waouh, ça mérite justement d'intégrer Ah l'amande oui. dans son alimentation. Ah vraiment. Et en Ouais. plus de ça, on dîne léger parce que justement, on a été calé. Ouais. Manger ça à 17h, je peux vous assurer qu'à 20h, vous avez une petite faim, mais raisonnable. Non. En fait, le problème, c'est que là, les amandes, c'est très riche caloriquement et c'est très petit. Et une partie de la satiété, elle vient aussi du fait que le ventre est un peu gonflé. On a du volume alimentaire. C'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de légumes lors des repas pour avoir cette sensation de satiété qui vient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'aurais peut-être coupé au montage, mais dans le podcast, l'intervieweuse explique que quand elle mange des amandes, elle ne se sent pas particulièrement amenée à satiété. Alors, la nutritionniste lui explique qu'il faut qu'elle en mange plus, mais le problème c'est que si elle fait ça, elle va augmenter ses apports caloriques, donc elle va prendre du poids. Et bah, c'est peut-être pas ce qu'elle veut.
Bon, ensuite, il y a toute une partie où elle voit différents aliments plus ou moins à la mode. C'est pas très intéressant, donc je passe à la suite. Alors, la napsothérapie, c'est le nom de la formation, et le métier, c'est le napsothérapeute ou le conseiller en napsothérapie. Très Alors, bien. c'est un terme que j'ai complètement inventé. La napso, c'est en fait l'anagramme. Alors, le N, c'est nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. D'accord. Donc, la napsothérapie. Ah, ok, d'accord. Donc c'est différent de ce que je pensais tout à l'heure, mais à culpa. Donc, c'est un nouveau métier qui existe depuis 5 ans maintenant. Et en fait, ce métier, cette formation, je l'ai créé à l'occasion du Covid. Parce que moi, en qualité de médecin nutritionniste et praticien hospitalier, je me suis rendu compte qu'il y avait une explosion de problèmes de surpoids. Les gens se sont mis à grossir. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais qui s'occupe de ces gens-là? Il n'y a personne. Le médecin voit les gens malades, mais qui les voit avant qu'ils soient malades? Qui Eh ben, les coachs sportifs, les nutritionnistes. Ça me rassure, hein, la définition du terme natsothérapie. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est que comme elle comprend pas comment fonctionne le sommeil, qu'elle a une compréhension moyenne de l'alimentation, et que le peu qu'elle a dit sur le sport, à mon avis, elle ne comprend pas grand-chose, je pense que sa formation est un peu limitée. est capable de leur parler des 3 piliers de la santé? La nutrition, l'activité physique et le sommeil. Personne. Donc, je vais créer Personne, hein, personne. D'ailleurs, pas même moi. Coucou. cette formation qui dure 9 mois, qui se fait complètement à distance pour un total de 320 à 400 heures de formation. Donc, c'est quand même du sérieux. Ça demande 3 à 4 jours de travail par mois. Tout est à distance. Il y a d'ailleurs un site institutionnel, si vous me permettez de le Bien mentionner. sûr, évidemment. Et on mettra de toute façon tous les liens, on est aussi en description. Hein. Ah, merci. Donc, c'est NAPSO, NAPSO, du 6, thérapie au singulier, THERAPIE.org. Alors, c'est rigolo parce que le terme thérapie est un mot protégé, hein, qui doit être seulement associé à des médecins. Et donc, par exemple, un diététicien ou un nutritionniste ne fait pas de thérapie. Un coach sportif ne fait pas de thérapie. Et donc, si elle prodigue un diplôme dans lequel il y a le mot thérapie, ça peut poser problème aux yeux de la loi. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait 2h50 pour moi de mon côté. Évidemment, ce sera réduit à, je sais pas, on verra combien, hein, j'espère 1 heure ou un peu moins. Mais ça a été long et douloureux et j'en suis assez attristé d'ailleurs parce que c'est une médecin et que elle a dit quand même beaucoup de choses qui sont fausses. Bref, écoutez, la bêtise ne prend pas de vacances sur YouTube, mais du coup moi non plus. Et je vais continuer à distribuer des claques argumentées gratuitement. Abonnez-vous, ça va saigner.